Bienvenue sur le nouveau campus de Lyon pour ceux pour lesquels c'est la première fois. Alors, je vois beaucoup de mes collègues professeurs-chercheurs, donc voilà. Bonjour effectivement aux entreprises qui nous ont rejoints aujourd'hui pour cette journée dédiée à notre chaire que nous avons montée avec Groupama Auvergne-Rhône-Alpes depuis une année maintenant. C'est vraiment avec beaucoup de plaisir que je vous accueille aujourd'hui dans le cadre de cette table ronde sur un sujet qui nous est cher parce que il vient aussi directement en lien avec notre mission, la mission de l'école. Vous savez que EM Lyon Business School est devenue société à mission depuis juillet 2021 et monter cette chaire de recherche avec Groupama Auvergne-Rhône-Alpes s'inscrivait complètement dans la mission que l'école souhaite porter et l'impact que nous souhaitons avoir sur le monde. Voilà, donc on est vraiment ravis d'avoir et de participer effectivement à cette mission. J'en profite bien évidemment pour souligner l'importance de nos partenaires. Et aujourd'hui, nous avons 2 partenaires qui sont à nos côtés. Bien sûr, Francis, merci beaucoup au titre de Groupama Auvergne-Rhône-Alpes d'être à nos côtés depuis tant d'années et de nous avoir fait confiance sur ce nouveau projet autour de cette chaire de recherche. Et bien évidemment à BP Aura qui est aussi un partenaire stratégique et fidèle de notre école depuis tant d'années. Et donc, nous accueillons Monsieur Isard avec nous aujourd'hui dans le cadre de cette chaire de recherche. Donc, comme je vous le disais, elle a été lancée en janvier 2024, donc ça va faire 1 an, et cette initiative est le fruit de la vision claire, déterminée de nos dirigeants respectifs, donc Monsieur Francis Thomine et Madame Isabelle Huot, notre présidente. Je tiens également bien évidemment à remercier nos guest speakers et aujourd'hui sous le pilotage donc d'Olivier Lecourtois, professeur et pilote de cette chaire, copilote de cette chaire, nous accueillons Monsieur Vieillefond, un directeur général de la Caisse centrale de réassurance. Donc c'est vraiment important d'avoir ce triptyque et cette vision commune autour de ces enjeux. Et je le disais bien sûr, Monsieur Christophe Isard, merci beaucoup, directeur général adjoint de la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, et bien évidemment Francis Thomine, directeur général de Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Je vous souhaite une excellente table ronde. Merci à vous d'être présents à nos côtés et je redonne la parole à Olivier qui va animer cette table ronde. Merci à tous. Merci beaucoup Gaëlle. Donc, je renouvelle les remerciements de Gaëlle, Édouard Vieillefond, Christophe Isard et Francis Thomine d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Donc, en 2 mots, à EM Lyon Business School, qui est école de commerce, mais dont une des spécificités est de s'intéresser très fortement aux questions de modélisation en finance, en assurance, et ce depuis une vingtaine d'années. Et ça renvoie... si on va creuser très très loin à la création de l'école comme école, à la frontière d'une école de commerce et d'ingénieurs, puisqu'on travaillait avec les soyeux à la fin du 19e siècle sur les machines, etc. Donc vraiment à l'interface business et ingénierie. Et aujourd'hui, c'est plus possible d'être cantonné à des rôles, je pense, dans beaucoup de secteurs de l'industrie et de l'économie, des rôles d'ingénieur pur ou de business pur. Et donc, à EM Lyon, nous avons, grâce à Groupama, pu lancer cette chaire de recherche où nous nous concentrons sur la compréhension du RGA, du retrait-gonflement d'argile, mais pas que, c'est-à-dire avec Lorraine Schneider, notre doctorant Alexander Pack et nos partenaires au-delà. Nous regardons ces questions de modélisation, de gestion des risques climatiques extrêmes et nous allons aussi évidemment regarder la grêle, enfin d'autres risques importants on va dire, menaçant la région. La submersion ne faisant pas encore partie, sauf aux exposants de Hearst de très haut niveau, si on reprend la présentation de tout à l'heure. Alors, donc, l'objectif de la table ronde aujourd'hui, ça va être de regarder les rôles spécifiques de différentes institutions financières, le banquier, l'assureur, le réassureur,
dans ce contexte d'évolution du contexte, enfin, du contexte climatique et des modélisations, entre autres, ça c'est plus notre aspect pour les professeurs comment, et les chercheurs, comment on va faire évoluer nos modélisations, mais comment, pour ces grandes institutions financières, comment va se faire la transformation, comment elles vont se transformer elles-mêmes, et puis comment elles peuvent impulser des transformations auprès de leurs différents partenaires, clients, fournisseurs, etc. Donc on va commencer par le point de vue du réassureur. Donc ici, on peut lancer, on va dire qu'à peu près chacun de nos intervenants s'exprimera grosso modo une vingtaine de minutes. Donc nous avons tout d'abord le plaisir d'avoir le point de vue d'Édouard Vielfond. Alors, nous avons formalisé 4 questions qui vont apparaître au tableau. Quelle est l'importance, pour commencer par des choses très spécifiques, du RGA dans le portefeuille de la CCR, puisque le RGA, c'est le point de départ de cette chaire avec Groupama. Ensuite, la question de la prévention, qui est quelque chose d'absolument fondamental. Donc, vous pourrez nous donner votre avis sur comment, non seulement, enfin, comment vous poussez, et ça c'est connu, c'est quelque chose qui est important pour vous, comment vous poussez la prévention, notamment auprès des autres assureurs. Mais aussi peut-être des choses moins connues pour le grand public, entre guillemets, quelle est votre politique de gestion ALM, vous qui êtes une institution complètement liée à l'État français. Et puis ensuite, un point de vue plus général, que vous pourrez nous donner votre avis sur comment vous voyez cette interaction complémentaire ou antinomique entre mutualisation et prévention. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci de cette invitation. Bon, vous voyez que c'est pas si gênant, c'est bon. Il ne faut pas que je touche à certains endroits. Donc je vais essayer, dans les 20 minutes qui me seront accordées, de répondre à tout ça, tout en donnant un peu un cadre général. Alors la CCR, c'est quoi? C'est la Caisse centrale de réassurance, qui est un peu le pivot de la gestion, en tout cas de l'indemnisation des risques extrêmes en France, principalement évidemment les catastrophes naturelles, mais pas seulement. Catastrophes naturelles, c'est évidemment 95% de notre chiffre d'affaires, mais on fait aussi, c'est moins connu, du terrorisme, on fait aussi un peu de nucléaire, et dans l'histoire, il arrive qu'on fasse d'autres choses, du financier, du transport, etc., etc. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le législateur se pose la question de nous demander de faire de la réassurance émeute. Donc ça bouge, pourquoi? Parce que, et c'est un des grands principes du régime et de la gestion de ces crises, c'est que on intervient uniquement lorsqu'il y a une carence de marché. C'est-à-dire, en gros, quand le marché de l'assurance privée avec les réassureurs privés marche tout seul, on ne s'en occupe pas. Donc la grêle, la tempête, on va dire normale, dans l'Hexagone, on ne touche pas de la même façon qu'on ne s'occupe pas d'assurance auto. On est un réassureur purement dommage, on ne fait pas de la vie, on ne fait pas de l'agricole, contrairement à notre petit camarade et comparable espagnol, par exemple, qui fait tout ça. Mais vraiment, le principe, un des premiers principes à retenir pour ensuite aller vers le détail de la réponse aux questions, c'est que voilà, on n'intervient que quand il y a une carence de marché. Et on intervient comment? On est réassureur, on est un peu en haut des assureurs. On fonctionne parce qu'on a la garantie de l'État. Donc c'est ce que tu évoquais en disant on a un ALM un peu particulier, j'y reviendrai, parce qu'on a une espèce de rétrocession que je qualifierais d'un peu exceptionnel, et en tout cas de privilégié de l'État. Alors l'État agit pour nous comme un rétrocessionnaire, c'est-à-dire un espèce d'assureur de réassureur, mais la particularité c'est que c'est sans limite. Donc un jour il y a un très très gros événement naturel, une inondation à 30 milliards, débordement de la Seine au hasard, ou un très très gros cyclone à 20 ou 25 milliards, on sait qu'on a l'État derrière nous, c'est ça qui est exceptionnel dans le système. Le reste finalement ressemble à un système, je ne qualifierais pas de normal, mais qui est quand même équilibré entre le public et le privé. Et ça c'est le deuxième message, c'est que ce système est un partenariat public-privé. C'est pas que public. Et ça sera important pour la dernière question. Beaucoup de gens se font une idée en disant le système CCR, le régime CatNat, c'est tout public, il y a la commission CatNat, il y a l'arrêté CatNat, c'est le ministre des Finances qui fixe la surprime, tout ça est vrai. Ce que les gens connaissent moins, c'est que notamment à Bruxelles et à Luxembourg, il y a quelques années, il a été décidé que CCR n'était pas obligatoire.
en tout cas, il était décidé, plutôt confirmé, que CCR n'était pas obligatoire, qu'on était en concurrence avec des réassureurs privés, qui ont fait d'ailleurs de plus en plus de place. Vous avez un partage des risques entre les assurés, les assureurs, le réassureur, etc. et l'État. Il y a du skin in the game, comme disent les franglais, un peu partout dans le système. C'est-à-dire que chacun prend une part du risque. L'assuré, il paye sa prime, il a une franchise. L'assureur prend une partie du risque avec son bilan, mais il a une limite. Nous, on prend un autre risque. Alors que je reviens à mon comparable espagnol. En fait, eux, pas du tout. Eux, ils ont un système public vertical et pour les périls non assurables, ils font tout. Ils sont assureurs directs. Ils prennent 100% du risque et ils gèrent les sinistres eux-mêmes. Alors que dans le système français, on prend, si on est sollicité, mais ce n'est pas obligatoire, 50% des primes et des sinistres. Au-dessus d'un certain niveau, on assure toutes les pertes, évidemment, parce que c'est l'intérêt du système. Et si on a trop de pertes dans une année, c'est l'État qui intervient, entre guillemets, pour qu'on puisse payer nos clients. Donc, vous voyez, quelque chose d'assez différent. C'est un PPP qui est équilibré, qui ne cherche pas, et ça répond à l'avance à la dernière question, qui ne cherche pas à remplacer le marché, qui cherche à le solvabiliser, qui cherche à l'aider en trouvant la bonne limite, ni trop ni trop peu. Si on aide trop, ça veut dire qu'il y a socialisation des pertes. Si on n'aide pas assez, il va y avoir un crash de marché et on n'arrivera pas à assurer les périls assurables dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est le principe un peu général. Alors qu'est-ce qu'on a dans notre portefeuille CCR? D'abord, CCR, humainement, c'est une PME, on est moins de 200. On a un bilan qui fait à peu près 11 milliards d'euros, un chiffre d'affaires qui devrait être 2 milliards d'euros l'an prochain ou environ. Et nous, comment ça marche? Tout simplement, on a des primes. Donc, on a 50% de la fameuse surprime CatNat. Alors, vous avez entendu parler de ça. Cette surprime CatNat, elle est obligatoire. C'est une extension obligatoire que tous les assureurs doivent inclure dans tous leurs contrats dommages. Ça a été augmenté fin 2023 avec augmentation pour cette année. Et c'est quelque chose qui alimente l'ensemble du système. L'assureur garde la moitié. S'il le souhaite, il nous en donne la moitié. On partage les sinistres. Et comme je disais tout à l'heure, au-dessus d'un certain seuil, la fameuse priorité, on prend tout. Alors ça, c'est le revenu, c'est la prime. Qu'est-ce qu'on a en face de la prime? On a des frais, on a un coût du capital, bien sûr. Mais on a surtout des sinistres. Alors les sinistres, première question, aujourd'hui, et ça a complètement changé dans l'histoire, CCR, ça date de 1946, le régime CatNat, ça date de 1982. Et en fait, au début du régime de 1982, le premier péril, d'ailleurs, le régime avait été créé pour ça, c'était les inondations. C'est-à-dire que les inondations, c'était l'essentiel, il y avait bien sûr d'autres choses, mais il n'y avait pas encore les cyclones, il n'y avait pas la subsidence, il n'y avait pas le RGA qui a été introduit dans le régime en 89, en extension, entre guillemets, je dirais, des mouvements de terrain un peu généraux et génériques. Et depuis qu'il est rentré, le RGA, le fameux retrait-gonflement des argiles, qui est en fait une sous-catégorie de subsidence, comme le disent les anglo-saxons, finalement c'est devenu le premier péril français, donc en péril dommage, devant les inondations. Et aujourd'hui, ça fait largement plus de la moitié. Alors, 1, c'est le RGA, 2, les inondations, 3, les cyclones, et après, c'est un peu plus petit. Alors, pour donner quelques chiffres, le plus gros événement qu'on ait jamais eu, c'est une sécheresse en 2022, plus de 3,5 milliards d'euros pour le marché, dont plus de 2 milliards rien que pour CCR. C'est des montants absolument énormes. Alors, ce n'est pas un très grand événement bicentenal ou tricentenal, type débordement de la Seine ou cyclone 5+, qui passe à La Réunion, à la Guadeloupe. C'est moins. Là, on est dans des chiffres qui sont plutôt à 20 ou 30 milliards. Mais 3,5 milliards, c'est quelque chose de très important. Et pour faire une comparaison, par exemple, avec les inondations, les très grosses inondations dans le Nord, dans les Hauts-de-France de fin 2023, donc novembre, et puis qui s'étaient répercutées et refaites en janvier 2024, c'est environ 600 millions. Donc c'est 6 fois moins. Pourtant, vous vous souvenez de l'image qu'on a de ces inondations dans le Nord-Pas-de-Calais il y a maintenant 2 ans. C'est une image mentale qu'on se fait qui est extrêmement importante. Ça, c'est 1/6 ou 1/5 à peu près du RGA de 2022. Pourquoi? Parce que le RGA, quand il y a beaucoup d'humidité et puis tout d'un coup beaucoup de sécheresse, on peut avoir un nombre de maisons touchées absolument énorme. Aujourd'hui, on a 12 millions de maisons qui sont construites sur l'argile, c'est plus de la moitié. Donc vous imaginez si on doit réparer toutes ces maisons à 30 000 ou 40 000 euros pièce, dans l'avenir, ça serait un dossier à 500 milliards d'euros quand même. Et aujourd'hui, dans nos propres modélisations, on se rapproche gentiment d'une moitié du marché de 1 milliard de dommages par an. On est un peu en dessous, on est plutôt à 800 millions, mais en fait, on est plutôt en train de converger vers ça. Et par ailleurs, la mauvaise nouvelle, c'est qu'avec la poursuite du réchauffement climatique,
autant les inondations, c'est un peu comme les arbres, elles ne montent pas au ciel, parce que les inondations par ruissellement continuent d'augmenter, mais les inondations par très grand débordement ont plutôt tendance à s'inverser, à diminuer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus assez d'eau dans le sol. Donc les grands débordements, ils ont lieu de façon moins fréquente, donc c'est une bonne nouvelle à cause d'une mauvaise nouvelle au départ. Mais en tout cas, l'inondation, ce n'est pas ça qui fait exploser le bilan de CCR. En revanche, le RGA, vous avez une courbe totalement exponentielle. On a fait quelques calculs dans notre rapport climatique, on en fait un tous les 3 ou 4 ans. Le dernier en 2023 qu'on a fait avec l'aide de Météo France, il montre que dans le RCP 4.5 donc du GIEC, si on prend cette hypothèse climatique-là, le RGA il augmente de 40% ou à peu près avec la valeur des biens. Mais si jamais on était dans le 8.5, si ça chauffe beaucoup plus, alors là ça peut être une multiplication par 2, voire plus, tout simplement parce que le nombre de maisons qui craquent du fait du réchauffement devient absolument énorme. Donc le RGA c'est un peu le sujet du moment. Il a un lien aussi avec la question numéro 3. Ça change complètement notre ALM, notre gestion actif-passif, parce que nous, quand je suis entré chez CCR il y a 3 ans, je me disais, c'est bizarre, le rendement n'est pas très important, et puis je me dis, tiens, je vais peut-être changer, est-ce que c'est mieux comme ça? Donc je me disais, voilà, première réaction, le rendement est assez faible des actifs. Et puis là je me dis, mais c'est vrai, c'est un réassureur 4. Donc un réassureur 4 nat, c'est normal qu'il soit obligé. Il y a un passif très très court, notamment les inondations, le tremblement de terre, il faut payer très vite. Donc vous n'avez pas le temps de placer vos actifs, il faut être très très court. Et en fait, le sujet, c'est que notre principal péril étant devenu le RGA, en fait, il est beaucoup plus long. On a des durations à 5, 6, 7, 8 ans. Et donc ça veut dire que ça change complètement notre vision de la gestion, de la gestion actif-passif. Voilà, alors ces chiffres sont à garder un petit peu en tête, mais on arrive quand même, pour un phénomène récurrent, assez récurrent, on arrive quand même à quelque chose qui est très important. Après, sur la prévention, qu'est-ce qu'on fait côté CCR? Alors on sait que pour les grands risques et les risques naturels, ce sont des risques qui sont honnêtement très importants, mais de la même façon que des risques industriels, Céveso et autres sont très importants. Et ce qu'on sait, c'est que l'indemnisation, l'assurance, ça ne marche pour les grands risques quand il y a vraiment de la prévention. Si on n'a pas mis un niveau de prévention minimum, un peu normé, ça rate. Et d'ailleurs, un des sujets qu'on a sur le cyber aujourd'hui, c'est cette problématique-là, c'est-à-dire quel est le niveau minimum pour tout le monde de prévention qu'il faut avoir pour que l'assurance commence à fonctionner. Et donc, on voit bien qu'un régime 4 nat, un régime comme le nôtre, par exemple, ne peut marcher que s'il y a un très haut niveau de prévention. Alors, il faut savoir, même si ça se voit pas beaucoup dans les éléments qui circulent dans le grand public, dans les médias, que tant le régime de 82 que la fameuse loi Barnier de 95 ont quand même bien mis la prévention au cœur du réacteur, si j'ose dire, l'ont bien associé à l'indemnisation. Et c'était vraiment consubstantiel à la loi de 82 et à la loi de 95. C'est-à-dire que vraiment, c'est écrit, il y a eu des plans d'exposition qui ont été créés, qui sont transformés en plans de prévention des risques. Et vous connaissez tous la loi Barnier avec le fameux fonds éponyme, le fonds Barnier, qui a été créé en 95 et qui permet quand même de financer beaucoup de travaux collectifs, des digues, des ouvrages, de l'aménagement intercommunal. Et on en parle assez peu, puisqu'en France, on parle très très peu des trains qui arrivent à l'avance, et pourtant qui arrivent à l'avance ou à l'heure. Et là, c'est un train qui arrive à l'avance ou à l'heure, puisque si vous regardez entre 2000 et 2020 en France, les inondations, alors les inondations extrêmes, celles prises en charge par CCR, en fait, elles n'ont pas augmenté. Entre 2000 et 2020, il y a eu quelques centaines de millions d'euros, ça n'a pas augmenté. Pourquoi? Il n'y a pas eu plus d'inondations? Si, simplement, on a beaucoup construit, on a fait beaucoup d'ouvrages et ça a marché. C'est-à-dire qu'on aurait dû avoir une augmentation spontanée que nous, on a évalué à peu près à un gros tiers, 40%, et on n'a pas eu ce 40% de 2000 à 2020, tout simplement parce que on a fait ce qu'il fallait pour les ouvrages collectifs concernant l'inondation. Ça, c'est de la prévention collective. On est bon en prévention collective, principalement inondation. On n'est pas mauvais sur le tremblement de terre, etc. La difficulté qu'on a, et ça rejoint le RGA, c'est que c'est beaucoup plus difficile, et les assureurs le savent, de distribuer de la prévention individuelle. Protégez votre maison parce qu'on met une digue, là où c'est intéressant et intelligent, ou on fait une zone de débordement. Voilà.
Ça se fait faire une norme para-sismique obligatoire très dure parce que atteinte à la vie humaine, c'est à peu près respecté partout, ça se comprend. En revanche, si je prends l'exemple du RGA, mais c'est la même chose pour les cyclones en Outre-mer. Le problème, c'est que vous essayez de corriger, de réparer ou de faire de la prévention dans des maisons existantes et vous devez avoir accès aux particuliers, vous devez avoir accès aux ménages. Et là, on a un problème de distribution qui est beaucoup plus dur. Aujourd'hui, le fonds Barnier n'a pas réussi à atteindre les particuliers suffisamment parce que la procédure est trop lourde et qu'en gros, on est dans un administratif trop complexe. D'où ce que vous avez peut-être vu passer récemment dans la loi de finances, mais pour cette année, je ne parle pas des discussions aujourd'hui pour 2026, mais en 2025, en plus de l'augmentation du fonds Barnier de 200-225 millions d'euros à 300 millions d'euros, vous avez vu apparaître une nouvelle ligne RGA. Une ligne budgétaire de l'ordre de 30 millions d'euros pour la première fois pour faire de la prévention pour le bâti existant, donc pour des maisons individuelles, donc pour commencer à lancer la machine, faire un peu un test et voir comment on pourrait traiter les maisons individuelles. Donc ça, dans les messages importants, je pense qu'il faut l'avoir en tête, c'est plus une question opérationnelle, technique. Je sais que les assureurs veulent jouer un rôle là-dedans. France Assureur l'a dit et c'est de pousser, notamment après l'initiative sécheresse, dont certains d'entre vous ont entendu parler. Le problème, c'est que pour l'instant, l'État a fait une procédure qui est purement interne avec l'administratif, l'ANA, et voilà, le démarrage administratif est un peu lent, même si, faut quand même se réjouir de ce qui existe. Le fait d'avoir cette ligne budgétaire, c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant. Un autre document dont je fais la publicité au passage, en dehors de la loi de finances 2025, c'est le plan national d'adaptation au changement climatique, le numéro 3, qui avait été préparé par le SGPE à Matignon lors d'un gouvernement précédent, qui a été repris en main par le ministère de la Transition écologique sous Agnès Pannier-Runacher, et qui contient des choses extrêmement intéressantes sur les budgets, sur l'assurance, la réassurance, sur le rôle de CCR à travers son traité, etc. Sur les cartographies également, dont vous retrouverez des choses extrêmement passionnantes là-dessus. Dernier point là-dessus, vraiment, on a un sujet en France sur la prévention. J'ai dit qu'il y avait beaucoup de choses, mais il y a deux choses qui manquent. La première, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas une carte top-down du risque qui permette de savoir où on en est exactement par rapport au risque naturel partout en France, qui soit suffisamment top-down, parce qu'aujourd'hui, on fait des PPR et notamment des PPRI locaux avec les collectivités locales, mais c'est pas complet, c'est pas partout. Ça ne prend pas en compte le ruissellement, donc 50% des inondations sont pas concernées. Donc on a décidé historiquement de beaucoup déconcentrer, et en fait on est probablement allé trop loin, c'est-à-dire qu'il faut recentrer un petit peu pour que l'État puisse dire le risque, d'une part, dire là on est rouge, là on est vert, là on est violet, et ensuite en tirer les conséquences sur les obligations de prévention. Puisque ce qui est amusant, ou pas tant que ça, dans la loi, dans le Code des assurances, et notamment dans l'article L125.1 qui crée le régime CatNat, c'est qu'on parle de la prévention, mais on s'arrête dans la loi et on ne dit absolument pas au niveau réglementaire ce qu'il faut faire pour imposer cette prévention aux particuliers, dans leur maison, aux entreprises et évidemment aux collectivités locales également. Donc voilà pour la prévention. Alors l'actif passif, alors c'est très intéressant parce que d'abord nous on est un institutionnel assez classique finalement. Un assureur, c'est toujours un peu la même chose. Il faut suffisamment de liquidité, il faut une bonne gestion actif-passif. Mais classiquement, vous avez à peu près 2/3 de choses très liquides, des obligations, du monétaire, et puis 1/3 d'autres choses. Dans notre cas, c'est vrai qu'on est guidé par quelque chose de très particulier qui est la garantie de l'État, qui est une rétrocession qui fait que, quand on atteint un certain niveau de réserve, de toute façon, l'État est là pour nous rembourser, ou en tout cas pour nous permettre de payer nos clients. Nos clients, ce sont les assureurs. Alors, est-ce que c'est très particulier? Oui et non. C'est pas spécifique au sens où c'est une rétrocession. C'est la réassurance c'est de l'assurance de réassurance. Et dans le même temps, la grande différence, c'est que c'est illimité. Mais le fait d'avoir cette garantie, évidemment, ça a un effet sur la LM, puisqu'on peut faire des calculs, alors qui sont un peu complexes, mais comme on fait des calculs de modélisation très complexes pour les passifs, notamment en inondation, il suffit, si j'ose dire, d'injecter ces calculs de passifs, de mélanger avec les actifs, de faire quelques dizaines de milliers de scénarios, et on voit assez vite quels sont les scénarios qui sont bloquants en liquidité, en solvabilité, en résultat, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a fait très récemment. Pourquoi? Puisque, d'une part, on a une obligation, ce qu'on appelle le seuil d'intervention de l'État,
On a une obligation de sortir une certaine quantité de cash qui est basse, malheureusement, puisqu'on a consommé nos réserves. Donc avant que l'État intervienne, à peu près à 2 milliards d'euros, en fait, c'est assez bas. Donc ce passif, il est bas. Donc ça veut dire qu'on a peu d'argent à débloquer. 2 milliards d'argent à débloquer sur 11 milliards de bilan, vous voyez venir, on est très très bien à court terme. Je dis bien à court terme en liquidité. Et en solvabilité, c'est pareil. Donc première chose, pas grand-chose à sortir par rapport à la liquidité du bilan. Deuxièmement, je le disais tout à l'heure, des passifs beaucoup plus longs qu'avant. Donc, il y a quelques mois, il y a un an et demi, on a tiré les conséquences de tout ça, on a complètement refait notre ALM, notre gestion actif-passif, et pour la faire courte, en gros sur les 10 ou 11 milliards de bilan, on avait 1 milliard qui était très en risque, des actions, du private equity, des infrastructures, etc. On va passer ce risque de 1 milliard à 2 milliards. Donc on va passer de 10 à 20% ou un peu moins de notre bilan dans des choses qui sont très risques, très illiquides, très bloquées, parce qu'on a la marge de manœuvre de créer cette plus-value bloquée au bilan. Voilà, encore une fois, parce que pendant 5, 6, 7 ans, on a beaucoup de liquidités et qu'on peut se le permettre. Et là, ça sera du private equity, ça sera de la dette privée, qui est plus liquide quand même, ça sera des infrastructures, un peu de pierre-papier, etc., etc. Donc il y a une couche d'illiquide pure qu'on assume, mais qu'on n'aurait pas pu assumer si nos passifs étaient à 1 an ou si on avait un seuil d'intervention à 10 milliards. On n'aurait jamais pu. Simplement, ces deux paramètres permettent de le faire. Ensuite, on a du semi-liquide, des actions, des choses comme ça, mais bien sûr, on est comme tout le monde. On a des actifs liquides essentiellement obligataires qui ont des durations de 4-5 ans, donc des durations légèrement plus courtes que notre passif, d'1 an à 2 ans. On est plutôt prudent et après on ne fait pas des choses d'une très grande complexité. Donc voilà pour notre politique. Et ce qu'on espère en termes de résultats, c'est évidemment avoir un résultat à la fois, je dirais, en norme française, parce qu'on est en French Gap, on n'est pas aux IFRS, on n'en a pas besoin, donc heureusement. Et donc ça veut dire que c'est pas dans le résultat comptable que ça va se voir dans un premier temps, mais en revanche sur notre résultat économique, quand on le mesure globalement, l'idée c'est d'avoir un rendement qui aille largement au-delà de 4%, alors qu'historiquement on était entre 1 et 1,5%. Alors à savoir que notre ALM, il vise évidemment nous à créer de la valeur pour nous-mêmes, mais le but c'est de faire monter le fameux seuil d'intervention de l'État, le fameux SIE, nos réserves, parce que autant on est tout le temps solvable grâce à la mécanique de la garantie, autant il y a un problème, c'est que si on peut fournir que 2 milliards pour absorber les chocs, ça veut dire qu'aujourd'hui on absorbe un choc qui est à peu près décennal, alors que notre mission c'est au moins d'absorber un choc quarantenal. Et puis peut-être le dernier point, mais là je vais aller très vite. En fait, mutualisation et prévention, oui, elles sont complémentaires et je l'ai dit, indemnisation, prévention, ça va ensemble pour les grands risques, de toute façon, sinon ça ne marche pas. Mais en fait, quand on voit, parce que je sais que ça fait référence au dernier rapport de France Stratégie maintenant intégré dans le Haut Commissariat au plan, en fait, le sujet, c'est pas tellement entre mutualisation et prévention, c'est entre mutualisation et socialisation. Et je pense qu'il y a souvent une confusion. J'ai beaucoup insisté au tout début en disant que nous, on défend un PPP, un partenariat public-privé. Et qu'en fait, on n'est pas dans un système qui ressemble à la Sécu où il y a toute une partie qui est purement publique. Non, tout se mélange. On est dans des tranches de responsabilité horizontale où on partage le risque. Et d'ailleurs, c'est surveillé par Bruxelles, par les autorités communautaires. Donc, la mutualisation, c'est une mutualisation certes, mais sur la base du marché, d'assureurs qui sont en concurrence et et on va chercher le marché par la concurrence. Entre eux déjà, parce que ça c'est l'assurance primaire. Et nous, quand on négocie avec les assureurs, il y a aussi un prix à chercher. Et nous-mêmes, on a comme référence des rassureurs privés, etc., etc. Donc, on va toujours conserver le signal prix. On va toujours chercher à conserver le marché et jamais à le remplacer. Alors qu'un système socialisé qui était l'option 3 de France Stratégie et qui était défendu, alors plutôt pour des motifs de long terme, en fait, c'est autre chose. C'est une vision plutôt sécu de la partie, obligatoire. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à tout, ou à peu près, sinon il faut me le dire. C'est parfait. Est-ce que ça passe? Oui, merci beaucoup. C'était extrêmement instructif. Et puis, alors, ce que vous disiez sur votre gestion active-passive, c'est des vraies questions, toujours en matière de financement de l'économie réelle. C'est-à-dire que le rôle de l'assureur, pour aller vers Christophe Izard, c'est aussi
par une des jambes, l'assureur ou le réassureur, par une des jambes sur lesquelles il marche les actifs, d'aller financer l'économie. Et avec Solvabilité 2, avec les accords de Bâle, etc., enfin toutes ces réglementations européennes qui mettent des gros coups de verrou pour envoyer toute l'épargne vers les obligations, et notamment les obligations d'État. Alors évidemment, c'est très pratique, ça permet aux États de continuer à s'endetter, de faire gonfler certaines bulles, mais c'est de l'argent qui ne va pas dans la transformation économique et environnementale. Alors voilà, donc c'est pas forcément quelque chose de très évident à faire pour l'assureur et le réassureur. On va avoir le point de vue du banquier maintenant. Et puis donc merci Christophe Isard d'intervenir dans cette table ronde à Lyon. Donc on a quelques questions qui ont encore pareil un filigrane pour, à travers ces questions, nous permettre de voir comment vous voyez l'impact de BPORA, d'une banque, dans ces questions de risques climatiques, de gestion de ces risques et puis de financement des mécanismes qui tournent autour et puis au-delà de la transformation sur le long terme. Donc je vous passe la parole. Merci. Merci beaucoup pour ces questions. Merci d'abord pour votre invitation. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi d'être là. Peut-être commencer par une petite source de déception puisque je dois vous faire une confidence. Moi, je ne suis banquier que depuis 9 mois puisque j'ai passé plus de 20 ans dans l'assurance avant. Je vais quand même endosser ce rôle. 9 mois, ça doit suffire pour faire accoucher un banquier. Et vous parlez de ce que l'on fait pour financer, parce que c'est surtout sur cette dimension-là que nous allons intervenir au sein de la banque, financer en fait la transition écologique, en particulier pour tout ce qui concerne la matière climatique. Peut-être quelques mots sur la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes avant de rentrer dans le détail de toutes ces questions et je pense qu'elles répondent parfaitement, en tout cas de mon point de vue de banquier, à la manière d'aborder le sujet. Alors la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, pour commencer, je pense que c'est important de l'avoir en tête, c'est une banque coopérative régionale. Coopérative, ça veut dire que nous n'avons pas d'actionnaires. Et que de ce fait notamment, mais pas que, nous pouvons nous inscrire dans le temps long et on y reviendra sans doute dans les minutes qui viennent. Le temps long, c'est vraiment ce dont on a besoin pour pouvoir aborder les problématiques de transition climatique de manière sereine. Et la deuxième particularité, c'est que nous sommes une banque régionale, ça veut dire que nous intervenons sur voilà, tout le territoire de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, c'est pas tout à fait la région administrative, c'est à peu près 90 000 m², ça c'était pour donner des chiffres. Et la troisième particularité, c'est que nous sommes l'une des banques régionales du groupe BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui est le deuxième groupe bancaire en France, et que de ce fait, même si nous sommes coopératifs, donc autonomes et une banque de plein exercice, nous nous appuyons sur une infrastructure nationale qui est celle du groupe BPCE et toute la puissance qu'elle peut apporter, notamment, et j'y reviendrai tout à l'heure, en matière de financement et d'investissement utile, pour reprendre la troisième question. Pour vous donner quelques idées, alors nous on accompagne à peu près 1 million de clients qui sont des particuliers, des professionnels et des entreprises, et c'est important de le citer parce qu'en fait la transition énergétique, la transition climatique, elle va toucher ces 3 catégories d'acteurs de manière différente. C'est-à-dire que c'est pas la même chose de financer une maison ou de financer les outils qui vont vous permettre de faire votre métier quand vous êtes un professionnel, ou encore d'envisager l'évolution de votre modèle d'affaires ou de votre business model quand vous êtes une entreprise, notamment une entreprise de taille intermédiaire. Et nous positionnons sur ces 3 segments. On a à peu près 35 milliards d'euros d'encours de crédit. Et l'ordre de grandeur, c'est à peu près 1/3 pour les entreprises. Donc vous voyez que voilà, on est très présent sur ce segment-là. C'est un peu l'ADN des banques populaires d'ailleurs, hein, vous le savez peut-être. Les banques populaires ont été créées par et pour les entreprises. Alors pour rentrer directement dans le vif du sujet sur la première question, quels sont les risques climatiques auxquels nous sommes, nous, Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, exposés? Bon, la réponse elle est assez simple, hein. On est exposé aux mêmes risques que la plupart des acteurs du territoire. Alors j'ai essayé de les classer en 3 catégories pour rendre mon propos un peu plus explicite. Les risques physiques, et Édouard en a parlé assez longuement précédemment. Moi, ce que je qualifierais de risque de transition, et une 3e catégorie dont on parle un peu moins, mais peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, c'est le risque réputationnel / juridique. Alors, les risques physiques, c'est assez évident, hein, on en a parlé, c'est le RGA, c'est les inondations, notamment dans la vallée du Rhône, dans la plaine du Forez, etc., qui vont impacter nos clients et qui auront une incidence au-delà de la partie assurantielle, sur laquelle on reviendra aussi, dans la nécessité pour eux de s'adapter et pour nous de les accompagner dans le financement de cette adaptation.
Pour vous donner un chiffre, alors je pensais que Édouard le ferait, mais sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, si j'en crois mes sources qui sont la CCR, on a ces 2 dernières années plus de 430 millions d'euros de sinistres climatiques et une augmentation de 30% sur les 20 dernières années. Je trouvais que c'était intéressant de repositionner ça aussi dans le contexte local qui est celui dans lequel nous, banques, nous exerçons. Donc ces risques physiques, j'ai envie de dire, c'est les mêmes que Groupama, c'est les mêmes que la CCR, c'est les mêmes que vous et moi subissons au quotidien. Le deuxième type de risque que je qualifierais de risque de transition, ce sont ceux qui vont découler de la dévalorisation de nos actifs énergivores. C'est-à-dire vous avez une maison dont le DPE est en F ou en G, elle perd de la valeur, vous devez la faire évoluer, vous devez financer sa modification, et ça à un moment donné, ça va coûter, il va falloir vous accompagner pour le faire. C'est le résultat de la pression réglementaire qui nous impose d'intégrer des critères ESG dans à peu près tout ce qu'on fait, j'y reviendrai tout à l'heure, j'ai quelques anecdotes intéressantes sur ce sujet, et c'est évidemment la nécessité pour toutes les entreprises, et j'ai envie de dire quasiment quelles qu'elles soient, de revoir leur modèle d'affaires et de le faire évoluer. Puis la troisième catégorie, qui est un petit peu moins immédiate, quand on y réfléchit, un peu moins technique en revanche, c'est tout ce qui est risque réputationnel. On fait face à une inflation réglementaire sur ces sujets qui est débordante, c'est probablement l'inflation la plus forte aujourd'hui, toutes catégories confondues, et qui fait peser sur les acteurs, mais je pense que c'est vrai pour les établissements financiers, quelle que soit leur nature, qui fait peser un risque de conformité d'une certaine manière. C'est comment est-ce que je m'assure que mon conseil est le bon face à des clients qui vont se tourner vers moi, banquier, comme vers un tiers de confiance. Et c'est vraiment notre rôle d'être le tiers de confiance dans l'échange que nous avons avec les particuliers, les professionnels, les entreprises. Et de ce fait, je dois maîtriser toutes ces réglementations et elles sont florissantes. Et un dernier point qui est à la marge de ce que j'évoquerai ce matin, c'est l'émergence, finalement, quand on regarde l'évolution de ces risques climatiques, l'émergence de territoires qui sont potentiellement non assurables. Soit parce que les assureurs vont avoir envie d'exclure des garanties, soit tout simplement parce que la hausse des franchises est telle que ça devient difficile de les assurer. Qu'est-ce que je fais quand j'ai un bien immobilier qui est situé dans une zone inondable? Est-ce que je continue à l'assurer? Est-ce que je le finance, moi, banquier? Ce sont des questions auxquelles un acteur national apportera une réponse et auxquelles un acteur régional dont le rôle est le financement de l'économie apportera probablement une autre réponse. Donc là aussi, risque réputationnel, mais je suis sûr que c'est un sujet que vous devez rencontrer aussi côté Groupama. Notre particularité à nous, banques, c'est qu'on est financeur de l'économie, donc ces risques, on va les subir au travers de nos clients, mais aussi de nos agences et de nos collaborateurs. Enfin, c'est une anecdote que j'avais quand j'étais dans l'assurance il y a quelques mois de cela, c'est quand il y a un événement climatique qui dévaste une zone géographique, les premiers touchés, ce sont aussi ceux qui vont payer les sinistres. Et on n'y pense souvent pas. Donc on est impacté comme assureur. Je laisserai tout ce pan-là à Francis tout à l'heure, mais voilà, ayez en tête que un groupe bancaire, son deuxième métier en général, c'est quand même l'assurance, et on est évidemment présent sur tout ce qui est accompagnement des particuliers et des professionnels qui forment notre base de clientèle en assurance. Donc on est touché un peu comme la totalité des autres secteurs. Donc là où en revanche on va avoir un rôle à jouer, c'est comme financeur de l'économie, et c'est là-dessus que je vais revenir. Alors, est-ce qu'on a déjà eu affaire à des risques totalement inattendus? C'est la deuxième question, et notamment au cours des 20 dernières années. Alors la réponse évidemment oui, on n'avait pas prévu le Covid, on n'avait pas prévu. Maintenant, des risques climatiques, c'est moins notre sujet à nous, banquiers, puisque on va se situer en aval de la chaîne d'une certaine manière, puisque les risques climatiques, la particularité de la banque, c'est que on les subit évidemment. Nos agences, quand il y a une inondation, elles sont touchées, nos clients, nos particuliers. Donc on va jouer notre rôle d'assureur pour les gérer. En revanche, on va surtout être là en financeur de la transformation qu'induisent ces risques. Mais de manière générale, des risques inattendus, on n'en a pas eu tant que ça, et j'ai envie de dire c'est tant mieux, on laisse ça aux assureurs et aux réassureurs. C'est pour ça que je vais plutôt me focaliser sur les deux dernières questions qui me paraissent vraiment au cœur du rôle que nous avons à jouer en tant que banquier, en tant que banque assureur. Et à commencer par ce que l'on fait, des actions qu'on peut mener auprès de nos déposants pour les amener à réaliser des investissements utiles en matière climatique. Parce que c'est notre métier, et ça on n'y pense pas forcément souvent quand on regarde le fonctionnement d'une banque, on a deux volets, c'est-à-dire qu'on collecte
l'argent de nos épargnants, que ce soit sur notre bilan en propre ou sur le bilan de nos filiales et notamment de nos filiales d'assurance vie, j'y reviendrai tout à l'heure. Puis on a un deuxième rôle évidemment qui est un rôle de financeur de l'économie au travers des différents crédits que nous octroyons. Donc sur ce volant qui est la manière dont nous amenons nos clients et nos sociétaires à investir de manière utile, moi je dirais qu'il y a 3 registres qui me paraissent pertinents. Le premier, c'est l'orientation de l'épargne de nos clients. Et ça, c'est probablement ce sur quoi on a le plus grand rôle à jouer. Le deuxième, c'est évidemment le financement. Et le troisième, sur lequel je dirais quelques mots également, c'est la prévention. S'agissant de l'orientation de l'épargne de nos clients. Alors, je ne veux pas donner l'impression que je fais de la pub pour la BPORA, un petit peu sans doute, mais par la force des choses. Donc ça, c'était pour le volet publicitaire. Maintenant, si je suis totalement honnête, la réalité, c'est que si vous allez voir les banques concurrentes, ce que je ne vous invite pas à faire, vous verrez qu'ils font souvent la même chose, mais en moins bien. En toute objectivité, naturellement. Alors, s'agissant de ce que l'on peut proposer pour accompagner l'épargne de nos clients, il y a d'abord la première chose, c'est des produits d'épargne dits responsables. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière responsable? Un peu tout et n'importe quoi. En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de flécher l'épargne des clients vers des projets de financement de la transformation, de la transition climatique. Alors ça, on le fait parce qu'il faut réussir à le vendre, ce type d'approche. Donc on le fait au travers de labels. Alors des labels, il y en a plein, ISR, Greenfin, j'en passe et des meilleurs. Certains sont alignés sur les taxonomies européennes, d'autres non. C'est compliqué de se positionner là-dessus. Allez parler à un client de la réglementation SFDR et d'un fonds SFDR 8 ou 9, vous verrez la tête qu'il fait. Mais en tout cas, c'est quand même un vecteur d'orientation de l'épargne qui est pas totalement inutile. On s'appuie, et c'est la chance que nous avons au sein du groupe BPCE, sur des sociétés de gestion, puisqu'on est un groupe avec plusieurs métiers. Je parlais de l'assurance, mais on a aussi un gros volant gestion d'actifs. Et dans ce volant gestion d'actifs, nous avons des sociétés de gestion qui sont depuis très longtemps et historiquement spécialisées dans le financement de la transition énergétique, le financement des infrastructures qui vont accompagner cette transition. Je pense notamment à des sociétés comme Mirova, dont vous avez peut-être entendu parler. Et puis, comment est-ce qu'on oriente l'épargne de nos clients vers la transition? On a un outil formidable qu'on appelle le QCF-QRQD. Je suis sûr que vous connaissez ça parfaitement. C'est le petit truc un peu pénible quand vous vous connectez à votre appli bancaire dans lequel on va vérifier votre connaissance financière, c'est la partie QCF. Le questionnaire de risque, c'est quel est le niveau de risque que vous êtes prêt à prendre. Et depuis 2022, on a un questionnaire sur la durabilité dans lequel on va collecter, et je dis on, mais c'est vrai pour toutes les institutions financières, on va collecter votre appétence pour les produits d'investissement dits durables. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va vous demander si vous voulez que votre épargne serve à financer la transition énergétique. Donc vous imaginez qu'au début, au moment où cette réglementation a été lancée, on s'y est tous conformés, alors plus ou moins en temps et en heure. Quand les premiers clients nous ont dit oui, je veux que mon épargne serve à financer la transition énergétique et la transition climatique, la première problématique, c'est qu'il fallait avoir des produits à mettre en face et qu'il y avait assez peu d'acteurs qui avaient des produits à mettre en face. Donc pour une fois, la réglementation est arrivée trop tôt. Je tenais à le souligner. Le deuxième volant sur la manière dont... Désolé Edouard, c'était trop tentant. Le deuxième volant, plus sérieusement, sur lequel on peut guider l'épargne de nos clients, c'est des produits dédiés. Et là aussi, on a quelques produits qui sont certains tirés par la réglementation, d'autres non. Je pense notamment au plan d'épargne avenir climat, qui est un produit à la fois assurantiel et bancaire dédié aux moins de 21 ans, qui permet de placer, c'est l'équivalent d'un livret A, mais en un peu plus compliqué et en un peu plus vert. Puis d'autres produits sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Et puis le dernier outil qui pour moi est le plus puissant, et qui est aux bornes de la banque, c'est l'assurance vie. C'est-à-dire que l'argent que nous collectons de la part de nos clients, eh bien on va l'investir dans des projets, et là-dessus on a un vrai rôle à jouer. Enfin, je vais vous donner partager une expérience personnelle. Je dirigeais les activités d'assurance vie avant de rejoindre la banque. On gérait un encours de 100 milliards d'euros et on investissait en moyenne entre 6 et 7 milliards d'euros par an. Quand vous gérez 100 milliards d'euros et que vous investissez 6 à 7 milliards d'euros par an, vous avez la possibilité et le devoir en fait de le faire de manière responsable et justement de profiter de cette opportunité folle que vous avez pour pouvoir accompagner la transition énergétique. Et on s'était fixé des ambitions extrêmement fortes dès 2017 pour aligner notre portefeuille d'investissement avec une température. Donc on avait créé un système de conversion dans lequel on disait nos investissements, ils
pèse pour telle température, et on s'était dit on va s'aligner avec les accords de Paris et converger vers les 2 degrés ou 1,5 degré, et on était parmi les premiers à le faire, ce qui nous avait amené à investir plus de 15% par an dans des actifs verts, ce qui était probablement parmi les plus gros volumes. Donc ça, c'est pour la partie orientation de l'épargne. La deuxième partie, c'est le financement des projets de mes clients. Et alors là, l'outil le plus évident qui est à ma disposition, moi, en tant que banquier, c'est le prêt vert. Alors qu'est-ce que c'est qu'un prêt vert? C'est un prêt qui est destiné à soutenir des projets qui ont un impact positif sur l'environnement. Alors, en cohérence avec la taxonomie européenne ou pas, à la limite, on s'en moque. L'idée, c'est de pouvoir proposer un outil qui permette aux clients d'investir pour la transformation de son habitat ou autre. Alors ces prêts en général, chez nous en tout cas, ils concernent plusieurs thématiques qu'on essaie de séparer de manière à pas tout mélanger, parce qu'à la fin tout est dans tout. Hein. On va financer l'acquisition de votre voiture, mais pourquoi est-ce que l'acquisition de votre voiture, si c'est un véhicule thermique, serait différente du financement de l'acquisition de votre voiture si c'est un véhicule électrique? En fait, la question c'est comment on différencie les deux. Bon, la réponse elle est assez simple. En général, on joue sur le taux, c'est-à-dire qu'en fonction des maturités, en fonction du caractère transformant du financement que nous faisons, nous allons bonifier les taux d'intérêt auxquels nous allons prêter. Et c'est probablement là, c'est extrêmement simple, mais c'est probablement de cette manière-là que nous agissons le plus facilement dans notre activité de prêteur. C'est-à-dire, votre projet favorise la transition climatique, votre projet vous amène à faire évoluer votre business model, nous vous accompagnons en vous faisant bénéficier de conditions financières, enfin quand je dis vous, hein, c'est nos clients évidemment, mais si vous êtes client, vous en bénéficierez aussi, en vous faisant bénéficier de conditions financières avantageuses. Et ça, si on regarde ce qu'on fait notamment sur les particuliers, ça va concerner la rénovation énergétique, le financement des isolations, le financement de chauffage plus performant, la mobilité propre, les véhicules électriques, les bornes de recharge, et de manière générale tout ce qui va concerner les énergies renouvelables. Et le troisième volet, ça va être la prévention. Alors la prévention, c'est probablement là où on est, et je dis on, comprendre l'ensemble des acteurs bancaires les moins avancés. On a évidemment des activités de sensibilisation qui commencent par la sensibilisation de nos collaborateurs. Alors on fait tous des fresques du climat, mais la sensibilisation de nos collaborateurs de manière à ce qu'ils puissent parler à leurs clients de manière la plus intelligible possible de ces sujets-là. Et puis on met, un peu comme tout le monde, à disposition de nos clients des simulateurs. Alors, on en a un qui est assez intéressant, qu'on appelle Conseil et Solutions Durables, qu'on a fait en partenariat avec l'ADEME, qui permet de faire des simulateurs d'empreinte carbone. Et ça, chacun peut visualiser son impact sur l'environnement. Et puis après, on a des trucs qui sont assez intéressants, qui sont des accompagnements, puisque c'est la particularité de ces sujets-là, c'est que c'est complexe, en matière de réglementation notamment. Et donc, nous mettons à disposition de nos clients, et ça, je pense qu'on est les seuls à le faire, une solution, je vais faire un peu de pub, sur une entreprise qui s'appelle Cosinergie, qui a été créée dans la région toulousaine il y a une douzaine d'années, qui est spécialisée dans la rénovation énergétique. Et donc, lorsqu'on a un client plutôt particulier qui souhaite faire évoluer ou modifier son chauffage, son isolation, etc., on le renvoie vers cet organisme-là, qui va l'accompagner sur à peu près toute la chaîne, c'est-à-dire le diagnostic énergétique, la définition de la planification des travaux, tous les travaux administratifs, pour tous ceux qui ont rempli des demandes d'aide, vous savez que c'est pas simple, donc cette start-up-là les aide également, et ça va jusqu'à leur proposer des artisans qui viendront faire les travaux pour eux. Et ça, c'est assez puissant, puisque finalement, ça permet de jouer notre rôle d'accompagnement au-delà du simple financement de nos clients. Donc si je résume cette partie-là, on joue un rôle en orientant l'épargne de manière à ce qu'elle soit efficace et bien orientée. On joue notre rôle en finançant les clients et en les accompagnant et les incitant à financer des projets de transformation de leur habitat ou de tout le reste. Et lorsqu'on a réussi à faire ces deux blocs-là, on leur donne des outils supplémentaires pour qu'ils puissent le faire de manière la plus sereine possible. Je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps, mais je vais terminer sur la quatrième question. Ouais, je sais, mais ça me permet de respirer. Et donc, je vais terminer avec la quatrième question, si personne ne m'arrête. Sur... Il y avait une cinquième question. Comment ? sur les entreprises dans lesquelles, alors pas dans lesquelles on investit, mais dans lesquelles que nous finançons.
parce que je pense que c'est là qu'on a la plus grande spécificité. Et je voudrais commencer par une remarque qui est que nous sommes une banque coopérative. Alors, en assurance, on parle d'assurance mutuelle, d'assureur mutualiste, mais c'est à peu près le même concept. Ça veut dire que nos clients sociétaires sont nos actionnaires, et donc il y a une très forte proximité, et le fait qu'on soit une banque régionale renforce cette dimension. Il y a une très forte proximité avec nos clients, et cette proximité, c'est elle qui va nous permettre de bien les connaître et de pouvoir les accompagner le plus efficacement possible. Et j'en ai pas parlé, mais je pense que c'est d'une évidence absolue. On est sur un territoire où on est à peu près touché par tous les sujets, c'est-à-dire que vous soyez dans la plaine du Forez avec les inondations, en altitude, qu'est-ce qu'on va faire des stations de ski à moins de 1500 mètres? Dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est aujourd'hui qu'il faut qu'on les accompagne. Et les accompagner, c'est pas juste aller les voir en leur disant je vais vous prêter de l'argent. C'est aussi les aider à réfléchir sur la transformation de leur modèle. Et c'est là que nous avons un rôle à jouer. Je parle évidemment pas de toutes les autres dimensions, mais quand vous financez des concessionnaires auto, quand vous financez des transporteurs autocaristes, quand vous financez des viticulteurs, autant vous dire que les vignobles des Côtes-du-Rhône n'auront probablement pas la même tête dans une dizaine ou une quinzaine d'années, et tout ça, ça s'anticipe, et on a un rôle de proximité auprès de tous ces clients-là, et c'est notre caractère coopératif et régional qui nous permet d'être efficace. Ce que je dis là est vrai aussi pour mes compétiteurs, évidemment. En matière de spécificité, il y a quand même deux trucs sur lesquels je voulais faire un petit focus, qui sont intéressants, je crois. C'est nous avons très tôt, il y a 5 ans de cela, créé une structure ad hoc pour financer la transition énergétique pour les clients de la banque. C'est ce qu'on a appelé la banque de la transition énergétique, qui est notre dispositif phare sur cette dimension-là. Alors avec deux dimensions. D'un côté, de la collecte d'épargne qu'on va flécher vers des actifs verts, et de l'autre, le financement de projets locaux de transition énergétique, avec 3 principes. Le premier, c'est l'épargne doit être traçable. Chaque euro collecté est affecté à des projets identifiables dans la région et qui vont financer la transition énergétique. La deuxième dimension, c'est la territorialité, on reste dans la région. Et la troisième, c'est le principe du circuit court, c'est on n'a pas d'intermédiaire, c'est-à-dire qu'on sait à qui on prête et on sait ce qu'ils font avec cet argent-là. Alors ça peut paraître anecdotique, mais je n'ai pas donné beaucoup de chiffres, mais là je voulais vous en donner quelques-uns. En 5 ans, on a financé plus de 13 000 projets, et on a évité 121 000 tonnes de CO2. Alors 121 000 tonnes de CO2, moi ça ne me parle pas du tout, mais peut-être que vous ça vous parle, parce que vous êtes des spécialistes. C'est l'équivalent de ce qu'émet une ville de taille intermédiaire de type Thiers, Montbrison ou la Tour du Pin en une année. Donc c'est pas totalement anecdotique, alors c'est pas ça qui va changer le monde, hein, mais en tout cas plus on le fait, plus on le généralise, plus on arrive à avoir un impact. Alors c'est à la fois le volet prévention et le volet financement. Et la dernière dimension sur laquelle je voulais vous donner un peu de coloration, c'est ce que j'appelle la conditionnalité ESG. C'est-à-dire qu'on joue un rôle de financeur, on investit l'épargne de nos clients de manière la plus utile possible, mais on doit aussi jouer un rôle d'accompagnant dans la transition des modèles d'affaires de nos clients entreprises. Alors ça, comment est-ce qu'on le fait ? On le fait au travers d'une intégration systématique de critères ESG dans les octrois de crédit. C'est-à-dire que tous les octrois de crédit qui sont faits par la banque font l'objet d'une analyse ESG des projets et du business model de l'entreprise qui demande ce crédit. Alors, on n'est pas encore allé jusqu'à dire oui, jusqu'à conditionner le crédit au caractère vertueux de ce que fait l'entreprise. Forcément, ce sont nos clients et ce sont nos actionnaires, donc c'est difficile de leur dire non. Mais c'est quelque chose vers quoi nous tendons, et c'est probablement quelque chose qui va se généraliser dans les années qui viennent. De la même manière, je l'évoquais tout à l'heure, le montant auquel nous prêtons et nous finançons ce type de projet va dépendre du niveau de maturité de l'entreprise que nous finançons. Alors c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire parce qu'au quotidien, il faut que les conseillers commerciaux soient au contact des entreprises et soient en mesure de leur parler de ces sujets-là. Donc ça veut dire être formés, être compétent, être appétent et accompagner la transformation de nos clients. Et c'est là qu'on joue le dernier rôle, au-delà de financeur, d'assureur, c'est celui de conseil et d'accompagnateur de cette dimension dans le rôle que joue la banque. Voilà, je crois que j'ai épuisé mon temps. Peut-être en conclusion, je voulais rappeler qu'on jouait sur 3 tableaux. La protection de nos clients, on est aussi assureur, la prévention en orientant les investissements et la transformation en finançant au maximum et en incitant au maximum nos clients à jouer le jeu de la transition énergétique.
Et je m'arrête là, parce que je sens que j'ai dépassé mon Non, temps. non, mais merci beaucoup pour pareil cette présentation qui a permis à travers ces points de faire un focus sur BPORA et votre impact. Alors on va passer la main à Francis Thomine. Il y aura des questions qui vont revenir. Si on peut faire basculer les slides. Voilà. Sur la question de quels sont les risques que vous couvrez, la gestion active-passif, la prévention, etc. Mais on aura en plus une question subsidiaire sur quelque chose qui est très spécifique à un type de risque qui pourrait peut-être affecter Groupama, à savoir que comme vous jouez ce rôle important dans la région, est-ce que vous n'allez pas avoir trop de gens qui vont aller venir s'assurer chez vous et comment vous faites le tri pour éviter un risque de sursouscription? Je vous laisse la parole. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je vais vous faire une confidence. Quand je suis venu ce matin et j'ai vu que j'allais intervenir avec à ma droite un réassureur et à ma gauche un jeune banquier, je me suis dit je vais quand même un peu m'emmerder. Et en réalité, que ce soit Édouard dans sa présentation assez remarquable de la CCR et des métiers de la CCR, des fonctions de la CCR, c'est bien la première fois que je comprends aussi bien le rôle de la CCR et son modèle de fonctionnement. Donc je voudrais vraiment le remercier parce que ça fait de longues années que j'entends parler de la CCR et pour une fois, je vois vraiment la façon dont ça fonctionne. Et donc cette pédagogie qu'il a développée, alors je ne sais pas si c'est l'environnement d'un campus qui l'a aidé à être aussi pédagogue, mais c'était extrêmement intéressant. Donc merci beaucoup. Et puis alors ce jeune banquier brillant, 9 mois, franchement c'est remarquable. Alors, on pourrait se dire, finalement, la banque, c'est quand même beaucoup plus facile que l'assurance. En 9 mois, on est capable de parler comme un ancien banquier. C'est quand même assez remarquable. Et donc, merci, parce que au-delà de BPORA, que je connais bien, pour connaître Daniel, mais aussi la façon dont les banquiers aujourd'hui, et particulièrement les banquiers mutualistes, et ça m'est très, très cher à mon petit cœur, fonctionne, puisqu'on est finalement assez proche dans le modèle de fonctionnement et dans le modèle de gouvernance qui est le vôtre aujourd'hui, ramené à celui de Groupama. Alors, répondre à toutes ces questions, je vais être totalement redondant. Quels sont les risques climatiques auxquels Gérard est exposé? Tout a été dit des deux côtés. Alors avec un zoom particulier sur effectivement les 4 nappes, mais aussi tout le reste a été exposé. Donc je vais pas y revenir. Ce qui est certain, c'est que dans les deux interventions, que ce soit Édouard ou Christophe, clairement, on est sur un schéma où GR2A est touché. Parce qu'on est aujourd'hui sur tous les marchés et tous les métiers, et qu'on est aussi, et on l'a dit tout à l'heure, sur une région qui, depuis maintenant 2018, a eu une accélération liée à ce changement climatique beaucoup plus importante que n'importe quelle région en France. C'est les chiffres qui le disent. Et c'est très étonnant de le dire comme ça parce que finalement c'est une région dont on a assez peu parlé sur le plan médiatique. On parle souvent de l'arc méditerranéen et des phénomènes importants qu'on a pu vivre sur cet arc méditerranéen. On parle de la côte atlantique et puis ces derniers temps Bretagne et puis effectivement les Hauts-de-France dont Édouard a rappelé les conséquences de ces inondations. Et on parle assez peu de la région Auvergne-Rhône-Alpes, alors qu'on a deux phénomènes qui se sont très fortement accélérés depuis 2018, la fréquence et l'intensité. Et les deux cumulés font qu'effectivement, moi, quand je suis arrivé en 2013 maintenant, quand je préparais mon budget de l'année N+1, j'inscrivais au budget sur le climatique, tout marché confondu, à peu près 25-30 millions d'euros de sinistres climatiques. Aujourd'hui, je fonctionne à un rythme de plus de 120 millions d'euros. J'entendais pour la CCR 400 et quelques millions d'indemnités. Moi, je représente 100, alors pas tout à fait, puisque effectivement, il n'y a pas que les 4 nattes, mais 120 millions, je vais encore sortir cette année, et je croise les doigts en espérant que la fin de décembre se passe bien, et on sait que le problème du métier d'assureur, c'est jusqu'au 31 décembre minuit. Voilà, on est rentré dans de nouvelles normes, donc il a fallu qu'on s'adapte à ces nouvelles normes, et il a fallu se poser des questions, y compris en termes de stratégie
d'entreprises. Aujourd'hui, on fait à peu près 1,5 milliard sur ces 12 départements. Alors, effectivement, on s'appelle Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. On a 9 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il nous manque la Drôme et l'Ardèche. Il nous manque le Cantal pour l'Auvergne. Et puis, on a 2 départements de la Bourgogne-Franche-Comté, la Saône-et-Loire pas l'Ain, décidément, la Nièvre. Et puis, un département de Centre-Val de Loire, le Cher. Donc, bon, c'est l'histoire, 150 ans d'histoire. Donc, ça a effectivement permis un certain nombre de sédimentations, et ça ne correspond pas tout à fait aux régions administratives, mais enfin, le corps de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne est effectivement représenté par Auvergne-Rhône-Alpes. Quand Laurent Wauquiez m'a demandé de changer de nom, j'ai dit on a d'abord fait la fusion avant toi, donc on gardera le nom de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne. Et effectivement, on gravite un peu sur 2 autres régions. Voilà, donc ce milliard 500 millions d'euros aujourd'hui de chiffre d'affaires généré sur ces 12 départements, c'est 2 tiers de dommages, 1 tiers d'assurance vie. On a parlé de l'assurance vie, dans lequel on retrouve la prévoyance, l'épargne et la retraite, bien évidemment. Donc cet environnement climatique, ces changements climatiques c'est pas une crise, un changement climatique. Une crise, ça commence et ça s'arrête. Alors des fois, ça prend du temps, mais ça finit par s'arrêter. Nous, on est parti sur un changement climatique pour extrêmement longtemps. Donc, il faut qu'on s'adapte. Donc, il a fallu qu'on s'adapte en termes de prévention. Vous en avez parlé. Et ça a été un sujet effectivement extrêmement important. Et on a développé des partenariats avec différents acteurs pour proposer à nos sociétaires, particulièrement du monde agricole, mais pas que, le monde des collectivités, le monde des entreprises, et de plus en plus maintenant, même si Édouard l'a très bien expliqué, c'est forcément plus compliqué chez le particulier. Il y a d'abord moins d'appétence, il y a moins d'enjeux économiques, alors que sur les collectivités, les entreprises et le monde agricole, il y a des enjeux économiques très importants. Et de ce fait-là, effectivement, c'était très intéressant de développer des réflexions autour de ces sujets, de cette thématique-là, et ça correspond à ce qu'on a voulu faire avec vous, le M Lyon, et ce développement de cette chaire qui nous permet effectivement, avec des chercheurs, avec des professeurs, de réfléchir et de se projeter sur ce que sera l'avenir demain et comment on peut devenir résilient par rapport à ces phénomènes climatiques dans lesquels vous avez des positions assez fermes. Vous prenez aux États-Unis, en Californie, vous ne trouvez plus d'assurance pour assurer l'incendie. En Floride, vous ne trouvez plus d'assureur pour vous assurer les inondations. On n'en est pas là en France aujourd'hui. On n'en est pas là. Alors sur les collectivités, ça se complique. On n'est plus que 2, et sur ces 2, Groupama représente à peu près 30 000 collectivités assurées sur les 42 000 existantes. Donc on voit bien qu'il y a des désengagements qui s'opèrent aujourd'hui de la part d'un certain nombre d'assureurs. Des prises de risque par les réassureurs qui sont de plus en plus limitées, en tout cas avec des exigences de prévention et de tarifs de plus en plus importants, et ils n'ont pas le choix. Eux aussi, il faut qu'ils aillent dégager de la rentabilité. Et donc, on est sur ces schémas-là, et il faut que nous, l'assureur, du monde du rural, particulièrement, même si on a une volonté de se développer sur les périurbains et l'urbain, eh bien, il faut qu'on soit effectivement au rendez-vous de nos engagements. Alors, ça nous emmène évidemment à travailler sur de la prévention, ça nous emmène à travailler sur la notion de sursouscription. Prenons la caisse Groupama Méditerranée aujourd'hui, il y a des endroits aujourd'hui où la caisse Méditerranée ne va plus et n'assure plus, en tout cas ne propose plus de solutions sur un certain nombre de zones que je ne décrirai pas ici, je les laisserai le faire. Nous, on n'en est pas encore là sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais inévitablement, si le schéma continue à se dégrader comme il se dégrade chaque année qui passe, on sera amené à un moment donné à effectivement avoir des mécaniques de plein qui font qu'une fois que le plein est atteint, eh bien on n'y va plus, quoi. C'est pas la culture du mutualiste. Le principe du mutualiste, c'est de répondre à l'enjeu d'un territoire et de ses habitants et de ses citoyens. Et comme on se prétend être une entreprise citoyenne de plein exercice, le modèle Groupama est très proche de BPOA et de BP Caisse d'Épargne, et on échange d'ailleurs assez souvent sur ces modèles-là, c'est assez intéressant. Et on a cette gouvernance bicéphale
avec le représentant des clients, ce qu'on appelle nos sociétaires, et puis l'exécutif qui propose des stratégies et ensuite qui a la responsabilité de les décliner. Donc sur ce schéma-là de souscription, de sursouscription, inévitablement, on sera amené à se poser des questions dans les années à venir et peut-être à trouver des solutions avec l'État, comme on l'a fait sur le monde agricole, en alignant les planètes, les pouvoirs publics, les professions, la profession du monde agricole et j'allais dire l'assureur, les assureurs, les deux gros, c'est le Crédit Agricole et Groupama, même si effectivement certains acteurs s'y lancent aujourd'hui en regard justement de ce qui s'est mis en place sur la multirisque climatique, pour pas la citer. Et puis, il faudra de toute manière trouver des solutions pour les collectivités, parce que là aussi, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit les collectivités elles-mêmes et que ce soit les assureurs, on ne pourra pas continuer à perdre de l'argent comme on en perd aujourd'hui en bout de course. Donc, toutes ces mécaniques de réflexion sont en cours. La prévention, on en a parlé, donc je vais pas développer. Tout le monde se penche sur ces problématiques de prévention. Il y a des initiatives très intéressantes qui permettent effectivement peut-être demain de répondre aux problématiques de RGA, en l'occurrence, pour répondre à des problématiques de grêle. En l'occurrence, on parlait de vignoble tout à l'heure. Eh bien, évidemment, c'est une première matière touchée quand la grêle, et on l'a vécu en 2022. Nous, par exemple, sur l'année 2022, la grêle, c'est 300 millions de sinistres. 300 millions de sinistres. Alors évidemment, le monde agricole a été très touché, mais le particulier a été très touché. Les collectivités, j'étais à Vichy il n'y a pas longtemps et on échangeait avec le maire et on se rappelait de la rencontre qu'on avait eue tous les deux en 2022. Voilà, des villes importantes avaient été touchées aussi par ces phénomènes de grêle. Donc on voit bien qu'on a une évolution forte et qu'il faut qu'on soit capable de trouver des solutions par rapport à ces solutions, des solutions de prévention, des solutions d'assureurs, des solutions de réassurance. Et puis, vous l'avez évoqué, d'être capable de mieux gérer notre actif passif par rapport à cet environnement qui évolue très vite. Et finalement, on a à peu près les mêmes questions que ce que Édouard a exposé tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement comment sécuriser le court terme, le moyen et le long terme, tout en continuant à investir, et on l'a dit à l'instant, dans nos territoires, parce que c'est aussi nos missions de mutualistes. L'avantage qu'on a, nous, en tant que mutualistes, c'est qu'on n'a pas d'actionnaires à rémunérer. Donc on n'a pas de fonds de pension américains, chinois, qatariens, etc., où il faut verser des dividendes, et tout est drivé par ça. On n'a pas ce problème-là, et donc on a effectivement cette capacité à devoir dégager de la rentabilité, et donc à dégager des profits, mais ensuite la question c'est qu'est-ce qu'on fait de ces profits et où on les réinjecte. Et du côté de Groupama, mais un peu comme BP Aura d'ailleurs, on les réinjecte sur nos territoires. Alors, les banquiers sont plutôt des prêteurs, nous on est plutôt des réparateurs, mais finalement à la sortie on répond aux mêmes enjeux qui sont trouver des solutions pour les citoyens, qu'ils soient particuliers, qu'ils soient des entrepreneurs, qu'ils soient des collectivités ou qu'ils soient des agriculteurs. Voilà. Donc sur ce chemin-là, finalement on se pose tous les mêmes questions, on essaye d'apporter des réponses, on essaye parfois de les apporter de façon commune. C'est ça qui est intéressant, on parlait de mutualisation tout à l'heure. On travaille aussi beaucoup, on a parlé de France Assureur, mais aussi les échanges qu'on a avec la CCR sont extrêmement intéressants. Nous, on a un pôle, on le disait aussi, on est sur un schéma où on est des entreprises de plein exercice, mais on s'appuie sur le groupe, qui effectivement a des fonctions transverses et qui nous permettent comme ça de bénéficier d'un regard beaucoup plus puissant que nous seuls dans notre petite région. Voilà. Donc quand on regarde les questions qui sont posées là, finalement on a eu déjà les réponses. Et moi je voudrais plutôt revenir sur les mécaniques qui sont la notion de travailler ensemble avec des partenaires chercheurs, étudiants, professeurs, et des entreprises privées ou aussi des entreprises publiques sur la capacité de mettre nos forces en commun pour essayer d'apporter des réponses à ce qu'on a en ce moment et à ce qu'on aura à trouver pour demain. Et c'est pour ça que je parlais de résilience. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, une dizaine de millions d'années, on a toujours su trouver des solutions. Alors il y a
le mauvais œil qui nous explique que c'est la fin du monde. Et puis, je pense qu'il y a des initiatives qui sont prises de partout, dans le monde des entreprises, dans le public, à l'initiative d'un certain nombre de chercheurs, qui certainement nous permettront de trouver des solutions et de répondre à des enjeux qui sont économiques, bien évidemment, sociétaux, on l'a dit tout à l'heure, et qui nous permettront de continuer à utiliser vivre sur cette planète dans les meilleures conditions possibles. Sur ce, la capacité de se réunir de cette façon-là, à une table ronde, de partager sans tabou nos problématiques, nos solutions, et de réfléchir ensemble, même si on est parfois concurrents. Bon, avec BPORA, on n'est pas très concurrents, et avec la CCR, on est très complémentaires. Donc tout va bien à cette table ronde, en tout cas. Et de fait, on est sur un schéma aujourd'hui où, oui, Groupama, particulièrement Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, on a voulu développer depuis un certain nombre d'années tous ces partenariats qui sont très importants pour nous. Ils permettent de montrer que ce soit les partenariats sportifs, que ce soit les partenariats culturels, que ce soit les partenariats économiques, que ce soit les partenariats éducatifs au sens large du terme, j'y mets la recherche dedans bien évidemment, eh bien avec cette capacité d'accompagner toutes ces initiatives, alors on est pleinement dans notre rôle d'entreprise citoyenne et on fait vivre, c'est immodeste ce que je vais dire, mais c'est pas grave, on participe en tout cas à la valeur ajoutée de ces territoires. Nous, on est persuadés que ces territoires, on vit en ce moment dans une situation compliquée. On a parlé de budget, on a parlé... C'est pas simple. On sait qu'on aura des décisions à prendre. Le gouvernement d'aujourd'hui ou les gouvernements de demain auront des décisions à prendre très importantes. Ça a été fait en Italie, ça a été fait en Espagne, ça a été fait en Allemagne, on y passera. On n'aura pas le choix. Il faudra qu'on prenne des décisions difficiles. Il faudra bien qu'on ait un homme ou une femme ou une équipe qui finissent par prendre ces décisions-là. Parce que sinon, on va aller vraiment dans le mur et ça va se terminer avec d'autres problématiques. Eh bien, pour être capable de le faire dans de bonnes conditions, il faut qu'on s'appuie sur toutes les forces qu'on a aujourd'hui dans ces territoires. Et il y a des forces remarquables. Et c'est pour ça que quand j'écoute les deux personnes que j'ai à côté de moi, je me dis qu'on a des gens qui sont extrêmement engagés et qu'en mettant comme ça toutes ces forces, eh bien, on doit pouvoir faire des choses intéressantes. Pour ça qu'on est très optimiste et qu'on a une culture, je ne sais pas si c'est aussi la nature du mutualiste, mais on a une culture plutôt de gens qui pensons que le verre à moitié plein est plus intéressant à regarder et à analyser que le verre à moitié vide. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne rentre pas dans le détail de chacune des questions. Je pourrais le faire. J'ai aussi mes anti-sèches, j'ai mes chiffres. Mais finalement, tout a été dit, et de façon remarquable, je ne pourrais être qu'un niveau en dessous. Donc, ne prenons pas ce risque-là, et laissons les questions éventuellement de la salle se poser. Merci beaucoup. J'allais justement proposer à la salle de vous poser des questions, à tous les trois. Donc, merci beaucoup Francis Thomine pour cette présentation. Bonjour. Alors, ma question s'adresse à Monsieur Christophe Izard. Vous nous avez décrit très clairement l'action que mène la BPORA, plutôt les actions qui sont menées par la BPORA auprès des déposants, des entreprises. Moi, ma question, c'est quelle est ou quelle pourrait être l'action de la BPORA auprès du gouvernement pour qu'on puisse arriver à la prise de bonnes décisions, notamment en matière de renouvelables, puisqu'on voit quelques allers-retours qui se font. On a l'impression de partir en arrière, un peu comme ce qui s'est fait déjà aux États-Unis. Donc, quelle est ou quelle peut être l'action de la BPORA à ce niveau-là? Merci pour votre question, c'est pas une question facile. Il y a plusieurs manières d'y répondre. La première, ce serait de vous dire, nous sommes un acteur privé qui appartient à ses clients et dont le but est de financer ses clients, et ça n'est d'une certaine manière pas complètement notre rôle d'aller faire évoluer les réglementations, ce qui est probablement pas totalement vrai. Après, la deuxième manière de voir la question, c'est qu'on a cette capacité à être au plus proche des problématiques des clients particuliers, professionnels et entreprises qui subissent au quotidien et qui cherchent à faire évoluer leur modèle,
à investir et qui subissent aussi, au-delà des risques physiques, toute la paperasserie, la complexité en fait de notre système. Pour autant, est-ce que c'est à nous de le faire, Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes? J'en suis pas sûr. Aujourd'hui, si je prends l'exemple des banques, mais pour peut connaître France Assureur, c'est le cas aussi côté assurance, on a des organisations professionnelles qui nous permettent de relayer au niveau auquel se prennent les principales réglementations toutes nos problématiques, et on ne se prive pas de le faire. Donc en fait, ça n'est pas juste BPORA qui fait ça, mais c'est l'ensemble des banques populaires, l'ensemble des caisses d'épargne au travers de BPCE, qui est l'organe central en fait, qui a été conçu pour justement mutualiser ces positions, qui va porter en fait toutes nos observations et nos conseils et nos idées faites au niveau local, au niveau central, pour qu'elles puissent être intégrées. C'est évidemment pas la seule réponse. On a naturellement des contacts avec toutes les autorités publiques dans la région, mais je pense que votre question visait plutôt le national que le local, et donc le national s'appuie, comme je le disais en introduction, beaucoup sur toute la force de BPCE et de l'ensemble des banques populaires et des caisses d'épargne, fortes de leur regard local. Si je peux compléter la réponse de Christophe, la difficulté qu'on a aujourd'hui vis-à-vis des pouvoirs publics, c'est qu'on a des gouvernants qui ont du mal à écouter. Ils entendent, mais ils ont du mal à écouter. Moi, je viens de le vivre par une expérience personnelle. J'ai 2 bons copains, qui se sont retrouvés ministres dans le gouvernement précédent. Ce passage dans le gouvernement a été, je ne sais pas, ça leur a révélé une nouvelle personnalité. Mais en tout cas, j'avais l'écoute, je ne l'avais plus, quoi. J'avais l'écoute quand on était au niveau local et on avait des discussions sur lesquelles on était parfaitement alignés. Et d'ailleurs, ces mêmes personnes très critiques vis-à-vis du gouvernement encore précédent, quand ils s'y sont retrouvés, je me suis dit, ils vont faire bouger les lignes. Ben non. Voilà. Donc ils sont pris dans une forme de nasse, là, qui les transforme à une vitesse peut-être encore plus vite qu'un jeune banquier qui, en 9 mois... Voilà, donc c'est très compliqué aujourd'hui, et être capable d'arriver à faire écouter les gens de la société civile auprès des politiques, c'est compliqué. C'est devenu très compliqué. Ça fait 30, 40 ans que ça dure. On va tout droit dans le mur si on continue comme ça, on le voit bien. On ne travaille pas sur les économies, on ne travaille pas sur les dépenses. Ils ne travaillent aujourd'hui que sur les recettes. Ils viennent sanctionner, entre guillemets, par des surimpositions, les entreprises qui créent de la richesse sur les territoires. Et à un moment donné, il va falloir que ça cesse, quoi, parce que sinon, on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Mais quand vous leur dites ça, ils vous expliquent que tout va très bien, que c'est nous qui n'avons rien compris, et qu'à partir du moment où ils ont un passage dans un gouvernement quelconque, ils sont devenus de toute manière extrêmement intelligents, et que nous, on est tout juste bon à caresser le derrière des vaches, quoi, comme le disait un certain président. Voilà, donc c'est compliqué aujourd'hui. Et donc moi, je compte beaucoup sur cette jeunesse qui arrive de ces grandes écoles-là, pour essayer à un moment donné de changer le modèle dans lequel on s'est inscrit, et qui pour l'instant, finalement, donne des résultats qui sont quand même assez décevants. Donc il va falloir qu'on se remette, et nous les plus anciens, on a notre très grande part de responsabilité dans ce qui est en train de devenir ce pays, alors que potentiellement, et je le disais tout à l'heure, ce pays a une richesse exceptionnelle, et on n'en fait pas grand-chose pour l'instant. Donc ceux qu'on appelle les élites devraient peut-être de temps en temps avoir le courage et l'intelligence de se remettre en question. Voilà, mais ça n'appartient qu'à moi, Francis Tamine. C'est pas le directeur général de Groupama qui parle. Je prends mes précautions. Est-ce qu'on a une dernière question avant de passer Alors moi, j'ai une question très pragmatique. Quelle est la part actuellement de l'épargne qui est orientée, pour vous en Auvergne-Rhône-Alpes en tout cas, vers la transition, notamment la transition des entreprises? En pourcentage peut-être? Alors je ne me risquerai pas un chiffre pour 2 raisons. La première, c'est que en fait, l'épargne, elle revêt un caractère multiforme, c'est-à-dire que, et je me défile pas, très clair, c'est que l'épargne, c'est quoi?
c'est ce qu'on va porter sur notre bilan, c'est les livrets, les dépôts à vue d'une certaine manière. Enfin, les dépôts à vue, si j'avais un peu plus de temps, je vous présenterai le bilan de BP Aura et vous verriez que la répartition de ce qu'on appelle nous la collecte et nos ressources entre dépôts à vue, livrets et autres sources, elle est très différente. Et donc l'épargne, c'est tout ça à la fois, et puis c'est aussi ce qui n'est pas dans mon bilan côté banquier, c'est-à-dire l'assurance vie. Qui est mutualisée au sein d'une structure qui est une structure du groupe BPCE, la fameuse structure qui a un peu plus de 100 milliards d'euros d'encours. Et heureusement et malheureusement, je ne suis pas capable de dire, enfin je ne l'étais pas hier quand j'étais à la tête de cette structure, de dire quelle était la part de l'épargne investie dans la transition de BP Aura. En revanche, une fois qu'on a dit ça, on a quand même un certain nombre d'initiatives à la fois locales, et je parlais de la Banque de la Transition énergétique, pour lesquelles toute l'épargne qui transite par ce dispositif-là est fléchée vers des financements locaux et qui financent la transition énergétique. Je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Donc ça, c'est très local. Et puis, on est en train, mais c'est très compliqué à faire, on est en train de développer au niveau assurantiel ce qu'on appelle des unités de compte, c'est-à-dire la part qui est pour laquelle le risque est porté par le client, qui sont des unités de compte régionales. Mais là aussi, régionales, si on essaie de le faire à l'échelle d'une région, ce dont on se rend compte, et j'ai essayé de le faire il y a quelques années, c'est qu'on n'a souvent pas la taille critique, c'est-à-dire que réussir à construire des fonds qui permettent d'accueillir des milliards, bah souvent c'est paradoxalement plus compliqué que de faire des choses de taille plus petite. Donc j'ai tout ça pour dire que j'ai pas la réponse à votre question, en 2 mots. En tout cas, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises aujourd'hui pour effectivement diriger l'épargne vers ces investissements-là. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bien, oui, j'avais une question concernant les projections sur le risque RGA dont a parlé Édouard Vieillefond dans les scénarios RCP 4.5 et 8.5. Je voulais savoir, d'une part, si ces projections intégraient des mesures d'adaptation, et sur ces mesures d'adaptation, quelle est notre vision actuelle de leur impact, que ce soit les micropieux, les nouvelles normes de construction. Alors on va en apprendre plus avec l'initiative sécheresse, j'imagine, mais c'était pour savoir où on en était là-dessus, sur la visibilité. C'est vrai que dans ces simulations, dans ces modélisations, il y a beaucoup d'hypothèses. Il n'y a pas que d'ailleurs la prévention, hein. Il y en a beaucoup qu'on ne voit pas. Par exemple, quand on prend des hypothèses sur les critères, par exemple, comment ils vont évoluer. Donc bien sûr, il y a la modélisation de l'aléa, bien sûr, il y a les biens à vulnérabilité, mais en fait, il y a d'autres sous-hypothèses extrêmement importantes. Alors, sur la prévention et l'adaptation, on a été dans ce modèle, donc quand on l'a publié en 2023, et on refera ça normalement en 2027, on a été optimiste sur un paramètre et pessimiste sur un autre. C'est-à-dire qu'on a considéré que ça allait bien se passer plus ou moins pour les critères, donc on va rester dans du décennal, etc., etc., ce qui aujourd'hui apparaît comme légèrement optimiste. Par contre, sur la prévention, on a dit on prend l'effet un peu comme en assurance vie, avec la valeur future des actifs. On a dit qu'on prenait la valeur future des investissements de prévention-adaptation déjà faits, mais qu'on était par contre éventuellement pessimiste sur ce qui allait tomber comme investissement de prévention derrière, parce que souvenez-vous, à cette époque, le fonds Barnier, c'était avant la remontada, si j'ose dire. Donc ça veut dire qu'on a été prudent, alors en général, c'est-à-dire pour l'ensemble des périls. Et après, si on va sur le RGA, ben là, on est d'autant plus prudent que, il n'y avait pas de prévention à ce moment-là, et qu'en plus, comme vous le savez, sur les technologies, on était à peine au début du lancement de l'initiative sécheresse avec les France Assureurs et la MRN. Dans le prochain rapport tel qu'on le fera, qu'on commence à le préparer, il y a beaucoup de changements à l'intérieur parce que les données ont complètement changé, les modèles ont changé, etc., etc. Mais sur ces critères, peut-être qu'on aura des choses à dire différentes sur donc les conditions, sur les critères. Et peut-être que là-dessus, on pourra intégrer quelque chose d'un peu plus optimiste. D'une part, parce que j'espère que le débat sur les technologies aura avancé grâce à l'initiative sécheresse et pas seulement. C'est-à-dire qu'on pourra dire à ce moment-là qu'il y a peut-être des solutions moins invasives, moins chères, moins systématiquement les micropieux, et que la moyenne pondérée du dommage à réparer, c'est pas 30 et 40 000 demain, mais c'est plutôt 10 000 ou 15 000. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, sur la capacité à avoir cette prévention en pratique, c'est ce qui était évoqué tout à l'heure, c'est le plus difficile. Mais d'ici là, j'espère bien que suite à cette ligne budgétaire RGA qui avait été lancé par le MT l'an dernier, au bout de 2-3 ans, on aura quelque chose qui commence à alimenter. Donc je résume, aujourd'hui on n'a pas mis grand-chose, on espère qu'à la prochaine on pourra en mettre beaucoup plus.
Bien. Je pense que nous allons pouvoir passer à la prochaine étape. On va passer à la langue anglaise. It's time to eat. Vous corrigerez mon accent. Donc, on va passer au cocktail déjeunatoire. Merci encore pour vos interventions, à tous les trois, très brillantes. Et merci encore pour votre confiance, Francis Thomine, pour Groupama, pour nous accueillir cet événement, pour être co-organisateur d'une certaine manière de cet événement AEM Lyon Business School. Merci beaucoup. Un plaisir.